Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom. Alors Essar, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas encore, qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait le site-rep, parce que vous avez eu beaucoup d'activités Oui, le week-end dernier, et enfin en tout cas la semaine dernière, et moi aussi du coup. Donc voilà, il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se réunisse à nouveau sur le sujet principal qui est donc votre pays, la Syrie. Le site rep, eh bien, c'est le numéro 27 et nous sommes le 19 octobre. Et les événements, évidemment, continuent de se produire. Tout dernièrement, le décès d'un grand personnage militaire qui a endeuillé, je dirais, la Syrie tout tout récemment. à fait. Tout à fait. Alors bon, je voudrais dire bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour et désolé de vous avoir fait faux bond la semaine dernière, mais effectivement, j'étais en voyage très intéressant, passionnant, dont je vous raconterai quelques épisodes d'ailleurs dans nos sites rep. Ça d'une part, d'autre part, effectivement. Les événements se succèdent rapidement. L'armée syrienne a libéré pendant les 6 dernières semaines des milliers de kilomètres de la steppe syrienne. Et puis, bon, nous reviendrons dessus rapidement. La ville de Deir Zor, la ville de Mayadine, El-Mayadine, la ville d'Al-Husayni, etc. Et le héros de ces grandes actions sur le terrain, c'était le général Aissam Zahreddin, qui est un très grand général de très grande valeur, à la fois humaine et combattante, qui malheureusement hier a explosé sur une mine au grand malheur de tout notre peuple en fait et de toute sa famille, parce que lui-même aussi c'était un des grands héros de la survie de la poche ou des gens qui étaient assiégés par Daesh pendant 3 ans à Deir Zor. Oui. Et il a non seulement résisté, survécu, mais il a aussi enregistré victoire après victoire. Alors que son fils aussi, euh, qui est dans l'armée, il ne l'avait pas vu pendant 2 ans. Donc il l'a vu le jour de la libération de Deir Zor, comment dire, le jour où cet état de siège a été brisé. Donc, c'est vraiment un grand personnage, un grand deuil, et nous avons tous très mal au cœur pour ce héros national qui est devenu comment dire, un symbole Une et icône, oui. une icône vraiment de la résistance syrienne et puis de l'armée syrienne. Mais comme d'autres aussi, il y en a d'autres, mais c'est vrai que lui a été très particulier dans son, comment dire, De façon de dans sa combattre. foi, dans sa foi dans la victoire Oui, et dans sa volonté d'enregistrer cette victoire. oui. Et vraiment, c'est une très grande perte pour nous. Et pour nous, c'est quelqu'un qui restera un astre dans le ciel de la Syrie. Voilà. Il a été l'illustration Donc, de vive. oui, il a été l'illustration de ce qu'était un véritable officier supérieur de l'armée, parce qu'il était très aimé de ses hommes, tout simplement parce qu'il allait sur le terrain, il n'était pas dans un bureau, il combattait en première ligne, il était considéré de ses hommes parce qu'il partageait avec ses hommes les difficultés et les risques qui étaient donc ceux de la poche de Deir ez-Zor, encerclés par Daesh, qui attaquait continuellement cette poche-là, qui était Tout ravitaillée à par, fait. le ciel, par C'est des largages l'aéroport. Hein. de munitions et de nourriture aussi, qui étaient Ouais, destinés ouais. à la population encerclée avec ces militaires-là.
Et évidemment, ça compte beaucoup dans le fait que le décès de ce général, la disparition de ce général a quand même impacté quand même sérieusement les esprits en Syrie. Hein. Oui, et je tiens à dire que quand même dans l'armée syrienne, il y a des dizaines de Issam Zahreddin. Il y a la plupart des généraux sont comme ça, ils sont avec leurs hommes sur le terrain, et c'est ce qui explique en fait, c'est le secret, je peux dire, des victoires et du triomphe de cette armée arabe syrienne et de l'État et de la résistance du peuple syrien. Donc en fait, tous effectivement armés, peuple et institutions et État et président et responsable, on est tous unis dans cette lutte contre l'invasion terroriste. Vous pouvez l'appeler par n'importe quel nom, mais c'est une réalité. En réalité, c'est une invasion terroriste du soi-disant printemps arabe et qui n'est rien d'autre que une guerre contre les pays arabes qui étaient concernés. D'ailleurs, à ce propos, on peut faire donc peut-être... à son âme la paix et puis à sa famille toutes nos condoléances et à toute la famille syrienne toutes nos condoléances aussi pour le décès de ce grand homme. Alors justement, vous évoquiez, je dirais, cette solidarité qui fédéralise en fait les énergies en Syrie. Et vous m'avez parlé de cette coupe on appelle ça une qualification pour la Coupe du Monde de football, où l'armée syrienne a vu le rassemblement de Syriens je dirais de positions politiques extrêmes dans la même équipe. Ouais, absolument. De tous bords dans la même équipe et de tous bords dans les comment on appelle ceux qui soutiennent les équipes. Donc vraiment c'était un élément touchant. Fédérateurs, c'était très important et très agréable de les voir tous ensemble en train de crier et de soutenir cette équipe syrienne hein, qui était de toutes les couleurs, mais qui était syrienne d'abord. Et puis les opinions politiques, finalement, elles sont passées au second plan, puisque au premier plan, c'était la Syrie et la victoire de la Syrie. Et ça, c'était vraiment très touchant. D'ailleurs, nous avons vécu ce match hein, avec le groupe, nos amis français qui venaient nous rendre visite, qui s'appelait donc dans une visite de solidarité pour la Syrie. C'était un groupe de 12 personnes qui étaient là et nous sommes allés voir dans la ville de Tartous, en fait, nous avons pu assister à ce match. Je tiens à dire quand même pour cela, il y a eu quand même un ordre du président pour mettre des grands écrans partout dans les grandes places des villes, quelles qu'elles soient, donc à Tartous, à Damas, à Alep, etc. Et les gens à Alep ont suivi ce match dans la grande place de Saadallah al-Jabri, tous ensemble aussi. Nous sommes allés, nous arrivions à Tartous et nous sommes allés dans un café, donc avec nos amis pour voir ce match et surtout voir la réaction au niveau du public et c'était vraiment extraordinaire parce que les gens pleuraient, ils gueulaient, ils revenaient, tout le monde était dans le match et tout le monde criait pour la Syrie, vive la Syrie, vive la Syrie. Donc très touchant, événement très touchant. À la place des Omeyyades à Damas, hein, il y avait un monde fou en fait. C'était aussi parce qu'il y avait un très grand écran dans la place. Inaccessible aux voitures, elle est devenue et tout le monde suivait le match. Donc c'est pour dire que finalement
le fond du peuple syrien, il est syrien d'abord et il est très solidaire et il tient à la Syrie. Maintenant, c'est vrai que les gens ont des opinions politiques différentes, ils ont des critiques différentes, mais ça ne va pas jusqu'à démolir leur propre pays. Et ce qui me fait dire que tout ce mouvement qui a de destruction systématique de l'infrastructure du pays, ce n'est pas les Syriens qui l'ont fait et ça ne peut en aucun cas l'être. Ce sont des hordes sauvages qui ont été vraiment dépêchés de l'extérieur. D'ailleurs, maintenant, les masques se tombent et on voit donc envoyés par les Américains, par les Britanniques, les Australiens, etc., de tous les pays du monde, 360 000, sinon plus, en fait. On ne sait pas à partir de quand on peut compter, mais sur les 7 ans, à mon avis, il y a eu des centaines de milliers de terroristes qui ont été envoyés en Syrie. Et des terroristes qui ne sont rien d'autre que des voleurs et des pilleurs, en fait, de métier. Donc, oui, parce que certains sont même sortis de geôles saoudiennes, par exemple. On leur promettait la libération, à la seule condition qu'ils allaient se battre contre le régime syrien, entre guillemets, en Syrie. Tout à fait. Donc il s'agit bien des gens qui étaient en fait déjà condamnés de droit commun, c'était du droit commun. Donc c'était des délinquants, des criminels, des assassins, des voleurs, etc. Donc, et des violeurs. Oui, malheureusement, oui, c'est pour ça que la Syrie a supporté tous les crimes possibles et imaginables depuis 2011. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Pour la Coupe du Monde, hélas, la Syrie a échoué à très très peu de la qualification. Ah oui. Je crois que c'est dans les dernières minutes, les Australiens ont marqué et c'était parti malheureusement. C'est exact. Voilà. Mais c'était une belle expérience. Mais ils ont joué vraiment comme des rois. Ils ont joué comme des lions en fait dans ce match. Et j'aime autant dire quand même que malgré les 7 ans de guerre terribles que les Syriens ont vécu, les conditions modestes de possibilité qui offraient la possibilité de s'entraîner, les conditions modestes aussi d'équipement, etc. Et le fait qu'ils aient quand même remporté au moins dans le premier match l'égalité, même s'ils ont perdu le deuxième match, et le fait qu'ils aient disputé effectivement cet accès au mondial, je pense que c'est un grand honneur pour eux, et pour tous ces joueurs qui se sont donnés à fond, je peux dire, pour leur pays en fait, pour lever le drapeau de leur pays ou de notre pays, de la Syrie, dans ces tournois, je peux dire. Alors, bon, je tiens à dire quand même un grand salut à la jeune Syrienne aussi qui a décroché la médaille d'or. Et donc voilà, donc c'est très important de reconnaître quand même tous les succès, tous les mérites de de tous ces effectivement tous les mérites de ces athlètes, des athlètes et du peuple syrien, etc. Et le fait qu'ils s'accrochent vraiment pour s'imposer dans l'arène mondiale et imposer plus sa civilisation et son humanité que le terrorisme, la cruauté, etc. qu'ils ont subi. Absolument. C'est toujours un message d'amour et de paix qu'envoient les Syriens aux autres, alors que aux autres et même aux pays occidentaux, car je peux dire qu'on a été vraiment très très agréablement et
et généreusement accueillis partout où nous sommes allés avec le petit groupe de voyageurs français qui faisaient donc ce voyage de solidarité avec le peuple syrien. Inutile de vous dire à quel point on était vraiment, tout le monde était heureux de nous recevoir, car je les ai accompagnés et vraiment le peuple syrien fait parfaitement la différence entre la politique de l'État et le peuple. Oui, c'est pas évident quand même, hein, parce que les preuves s'accumulent de l'implication des autorités françaises dans la fourniture d'armes et l'aide aux terroristes en Syrie. Hein, donc, nous pourrions d'ailleurs citer le cas de Lafarge, oui. Une grande industrie nationale française qui était largement impliquée dans le soutien aux terroristes et puis dans la fourniture des matériels qui permettaient de creuser les tunnels, hein. C'est ça, hein? Oui, et en plus la fourniture d'argent, d'aide, etc., des millions. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous le dis, et c'est intéressant de le suivre, il y a une association qui s'appelle Sherpa, qui est une association qui est un regroupement de l'ensemble des travailleurs de Lafarge qui étaient en Syrie, qui portent plainte contre leur employeur, qui les a laissés, qui les a obligés à traiter avec Daesh, qui les a laissés aux abois face à Daesh aussi, et qui a même pas protégé son personnel et qui dit clairement que tous les 6 mois, tous les quelques temps, il y avait des rencontres entre la direction de l'usine et puis le responsable politique qui est l'ambassadeur Franck Gelé qui est à Beyrouth et les responsables terroristes. Donc voilà, affaire à suivre bah oui, parce que... avec importance et grandes oreilles, je peux dire. Oui, parce que cette association-là demande l'audition judiciaire de l'auteur de l'expression le Front Al-Nosra fait du bon boulot, dixit Laurent Fabius. Hein. Absolument, absolument. Et nous avions mené quelques procès avant contre Laurent Fabius, mais de la part des Syriens dont les maisons ont été détruites, dont la famille a été assassinée, et pour le condamner aux actes terroristes, au dixit Fabius justement. Et nous avions obtenu une réponse du tribunal disant que Fabius n'a pas de responsabilité, il n'est pas coupable puisqu'il applique les décisions de l'État, ce qui montre clairement que c'est l'État français qui effectivement a pris ces décisions-là et ce n'est pas dans la personne de Fabius. Qui aurait dû démissionner s'il n'est pas d'accord avec ça. Donc il est solidaire, oui. Hein. Il ne faut pas non plus... Tout à fait. Tout à fait, mais je veux dire, l'État français est complice des terroristes bien depuis sûr. le début. Bien sûr. Et même si Fabius n'est plus au pouvoir et les autres qui sont plus impliqués aussi, tout le monde est impliqué autant que Fabius, je veux dire. C'était ça, mon propos. D'accord. Voilà. Donc... Alors pour évoquer un sujet parallèle hein, qui explique aussi ce qui se passe entre autres à Deir ez-Zor avec l'attitude du Front démocratique syrien qui est donc une milice militaire kurde, il faut d'abord évoquer ce qui se passe dans ce qu'on appelle le Kurdistan irakien qui vient de voir tour à tour une tentative d'indépendance par un référendum et une réaction militaire de l'Irak qui visiblement est en train de rendre totalement caduque ce référendum en question. Hein. Effectivement, alors là c'était un grand plan d'après Daesh, je pense, pour les Américains, que les Américains ont fomenté, puisque le partitionnement de la Syrie n'a pas fonctionné.
ils se sont attaqués à un partitionnement de l'Irak, qu'ils ont déjà mis vraiment énormément d'efforts pour le partitionner, puisqu'ils ont créé trois parties, la partie soi-disant sunnite, la partie soi-disant chiite et la partie kurde, etc. Enfin, ça c'est sur les plans du New Middle East des Américains. Oui, oui, c'est Bon, donc un plan américain. Oui. Absolument, le Barzani a commencé par faire un référendum bien pipé et bien comment dire, bien truqué. Le référendum a donné le résultat qu'il voulait, donc un nombre important de la population du district kurde du Nord, en fait, pour la séparation. Mhm. Mais heureusement que les Kurdes eux-mêmes ont appelé à l'unité nationale. Oui, parce qu'il y a eu Les Kurdes de tout l'Irak, ont appelé à l'unité nationale, donc au rejet des résultats de ce référendum et surtout le rejet de la séparation. Parce que le référendum était entaché de fraude. Hein. Il y a, je crois, je ne sais pas si c'est un journaliste ou si c'est un militant kurde d'une autre faction qui avait démontré qu'il pouvait facilement bourrer les urnes avec des bulletins. Oui, oui, tout à fait. Il y a une Syrienne d'ailleurs qui a été... il y a une Syrienne qui a été éjectée de Facebook en diffusant cette information-là. Hein. Exact, exact. Son Facebook a été... Syria Girl. Ah. Excuse. Ah. Ah. C'était... voilà. Ça, vous avez entendu des... Non. On a été coupé ou pas? Non, non. Non. Bon, ça va. D'accord. Okay. Donc, voilà, ça a été très, très important. Et puis donc, alors, il y a eu deux choses très importantes. Il y avait le chef religieux Assadr qui a appelé à l'unité des Irakiens. Il y a eu le président aussi irakien qui est kurde et qui a aussi appelé à l'unité. Et enfin, des organisations irakiennes kurdes qui ont dénoncé effectivement les manigances de Barzani. Surtout qu'il a été largement appuyé par les Israéliens, oui. Que les drapeaux israéliens ont été hissés à Erbil, à côté des drapeaux kurdes. Donc tout ceci a fait qu'aujourd'hui, la majorité des Irakiens et des Kurdes se trouvent effectivement pour l'unité, d'autant plus que Kirkouk a été aussi libéré par l'armée irakienne et par le Hashd al-Sha'bi, donc le Rassemblement populaire. Kirkouk, c'est une grande ville du nord de l'Irak. C'est une ville qui est une capitale économique importante puisque il y a beaucoup de richesses de pétrole. Une bonne partie de la richesse pétrolière de l'Irak est à Kirkouk. C'est ça. Justement, Essar, hein, c'est-à-dire que l'armée irakienne ne s'est pas contentée de prendre, je dirais, la ville de Kirkouk, hein, avec des milices de Barzani qui ont pris leurs jambes à leur cou, hein, parce que visiblement, ils étaient alliés avec d'autres milices qui n'étaient pas d'accord avec le référendum, ou en tout cas avec la façon dont le référendum se produisait et où ce référendum conduisait. Et en même temps que la ville de Kirkouk, il y a eu évidemment les champs pétroliers qui ont été repris par l'armée irakienne. Hein. Oui, tout à fait.
tout à Et fait. je voulais Donc, dire, parce que peut-être que nos vidéos spectateurs ne se rendent pas compte, mais on évoque Kirkouk, on évoque le Kurdistan irakien, on évoque le référendum, parce que, alors ça paraît être étranger à la Syrie, mais en réalité c'est en lien très direct, puisque les Américains utilisent des milices kurdes, pas très loyales à l'État syrien, hein, enfin ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, le référendum et l'indépendance du Kurdistan irakien participaient à encourager en fait les Kurdes syriens pour leur projet d'autonomie en Syrie. C'était dans ce cadre-là hein, que c'est pour ça exactement. on évoque ce qui s'est passé avec Barzani, avec le Kurdistan irakien et donc la libération de Kirkouk qui met fin finalement aux velléités d'indépendance de Barzani. Ce qui fait que finalement les Kurdes syriens voient, je dirais, l'un des principaux motivateurs s'effondrer. Mm, mm, tout à fait. Tout à fait. Donc, de toute façon, Barzani, aujourd'hui, il se retrouve un peu seul, même très seul, hein, sans appui, puisque les Américains l'ont laissé tomber aussi. Je rappelle quand même que les positions affichées, je peux dire, de tous les Occidentaux étaient contre déjà ce référendum et contre l'application des résultats du référendum. Tous les pays de la région, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, la Syrie, la Russie, étaient tous contre ce référendum et contre les résultats et surtout contre cette séparation. Donc, ajouter bien sûr à tous les pays du BRICS qui sont contre cette séparation. Donc, en fait, il se retrouve complètement seul, n'ayant pour soutien que Israël, qui est très malvenu dans la région et Oui. qui est très mal vu de la plupart des peuples, hein, y compris par le peuple kurde, hein, d'ailleurs. Ou si on peut parler, oui, donc vraiment c'est quelque chose. Ça a été une très grosse bêtise de sa part où il s'est complètement isolé. Donc, et pour moi, l'échec de ce plan, c'est une victoire importante aussi bien pour la Syrie que pour l'Irak contre le partitionnement. Donc une mise en échec du plan de partitionnement aussi bien de la Syrie que de l'Irak dans la région. Alors Essar, Daesh est maintenant encerclé par l'armée syrienne et irakienne ainsi que la milice populaire Al-Shahidi hein, autour de la frontière syro-irakienne. Et puis parallèlement à l'avancée de l'armée syrienne libérant Al-Mayadine et se dirigeant vers le dernier finalement poste de résistance de Daesh qui est Abu Kamal. Ouais. Oui, et il y a eu aussi la libération de la ville de Husseiniye, qui est au sud-est de Deir Zor aussi. Donc, tous ces faubourgs tout autour de Deir Zor sont en libération, en fait, sont libérés par l'armée syrienne rapidement. Il n'y a plus que quelques poches dans les faubourgs de Hama et les faubourgs de Homs de la steppe, hein, en fait, qui sont où il y a des Daesh, mais qui sont encerclés et ils sont bombardés systématiquement par l'armée syrienne et russe. En fait, leurs États, leurs QG, en fait, leurs quartiers généraux sont bombardés systématiquement. On peut dire que tout ceci est du côté est, donc vers la frontière irakienne. Il y a aussi une avancée importante de l'armée irakienne d'un côté avec le rassemblement populaire après la libération de Kirkouk, la libération de l'Anbar aussi et en fait la montée donc de l'armée irakienne vers les frontières syriennes font que les factions
de Daesh sont encerclés aussi dans le nord-est de la Syrie. On peut dire sont encerclés d'un côté par l'armée syrienne et les alliés de la résistance populaire, et puis de l'autre côté par l'armée irakienne et le Hashd al-Sha'bi, le Rassemblement populaire. Donc en fait, c'est une question de jours, et on a tout le temps pour les laisser se rendre et s'étouffer, ou alors les tuer. De l'autre côté, alors si on remonte vers Raqqa, Oui. Raqqa, il y a eu 500 officiers américains qui dirigent les mouvements de Qasd et Qasd d'un côté et puis Daesh de l'autre côté. Il y a eu donc un transfert, une transition entre Daesh et les forces Qasd dites démocratiques syriennes qui sont qu'une petite minorité de Kurdes. La ville de Raqqa, Daesh s'est retiré de Raqqa et ce sont les Kurdes qui ont repris le contrôle de la ville. Je peux dire là-dessus quand même que ces Kurdes qui sont pas que des Kurdes d'une part et qui sont en aucun cas représentatifs des Kurdes syriens d'autre part, puisqu'ils ne sont que 2 factions sur 32 au niveau des Kurdes, donc c'est une petite minorité. Oui. On voudrait dire quand même que ce sont des personnes dont jouent les Américains pour les transformer en bûches de cette avancée et de leur plan ou visant à partitionner la Syrie, et qui en fait qui est un plan qui est défait de toute manière, qui est déjà mis en échec. Donc moi je voudrais leur adresser un appel leur disant revenez à votre esprit patriotique avec la Syrie et avec l'armée syrienne, et arrêtez de vous faire manipuler par les Américains et par Daesh, etc. Parce que non seulement vous n'y gagnerez rien, mais vous serez les premiers écrasés par eux aussi. Donc, tirez la leçon de ce que vous avez vu par rapport aux autres, même Daesh et les autres soi-disant alliés des Américains. Donc, voilà, ça c'est un... Et de toute manière, vous êtes perdants. À ce propos d'ailleurs, je viens d'apprendre, et ça c'est un scoop, je peux dire, je viens d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères français affirme qu'il faudrait créer un État indépendant à Raqqa, et que ça c'est un souci important, enfin c'est un objectif important de la France. Alors franchement, je trouve que la France continue, ou le pouvoir en France continue à rêver l'ère coloniale, et ne se rend pas compte que de toute façon tout ça c'est du passé, que jamais ils ne reviendront en Syrie et que jamais ils n'auront pied à pied en Syrie. Et ça, en présence de l'armée syrienne, en présence de notre axe de la résistance, donc l'armée syrienne soutenue par ses alliés, aussi bien l'Iran et la résistance libanaise, la résistance syrienne, et aussi nos amis russes. Jamais les Français n'auront gain de cause en Syrie, surtout ni pour la partition, ni pour la création d'un État, un mini-État à Raqqa sous leurs bottes. Donc voilà, ça c'est quand même assez risible, ça revient sans arrêt comme plan. C'est de l'impérialisme, voilà. C'est de l'impérialisme. C'est de l'impérialisme, bien sûr, mais c'est de l'impérialisme
qui n'a même pas une vue, comment dire, sur le terrain qui lui montre qu'il va être défait de toute manière. Donc, c'est même pas réaliste. Voilà. En plus il est possible que ça s'appuie sur justement ces milices kurdes, comme Les vous dites. mêmes, voilà. Voilà, et Alors, je sais que BHL avait visité Raqqa aussi et qu'il a échappé d'ailleurs. Bizarrement, tu vois, BHL a visité Raqqa, il n'a pas eu la tête tranchée. Hein. oui, oui, oui. Euh, Mais dans d'où le... la. Et il a visité aussi l'Afghanistan, pas l'Afghanistan, le Kurdistan. Il a été aux côtés de Barazani. Et c'est du. Enfin bon, c'est assez incroyable. Et là, donc, malheureusement, la France persiste et signe dans sa politique d'agression contre la Syrie, Ah, qui est menée depuis 7 ans, réellement. alors justement, à propos de cette possible collusion entre les milices kurdes et la France, hein, pour la réalisation d'une lubie à Raqqa, il faut quand même noter que la France ne dénonce pas la proximité évidente entre les forces spéciales américaines, les FDS, donc kurdes, hein, et Daesh sur le terrain, hein, qui apparemment ont l'air de cohabiter dans un secteur géographique très réduit, sans qu'il y ait de combat entre eux. Hein. Tout C'est-à-dire que à fait, d'ailleurs. visiblement, Daesh laisse passer les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes, drivés par les Américains, pour essayer d'entraver la marche inexorable de l'armée syrienne pour la libération des puits pétroliers de la région de Deir ez-Zor. Hein. Tout à fait. Je tiens quand même à dire, à rappeler qu'à chaque fois, les Français sont, l'aviation française est intervenue en Syrie, elle est intervenue contre la population civile. Oui. Jamais contre Daesh et jamais contre Nusra. Elle est toujours intervenue contre la population civile. Je rappelle quand même dans le village de Toukhan, où ils ont carrément abattu des immeubles sur la tête des habitants. 300 morts en un bombardement, et ça a été, soi-disant, dans la lutte contre le terrorisme qui a eu lieu le lendemain de l'attentat de Nice. Donc voilà. Et puis dernièrement, c'est pareil. Ils ont bombardé sur les positions, ils ont aidé les Américains dans les bombardements à Raqqa aussi contre la population civile qui fuyait les combats entre Daesh et l'armée syrienne à l'époque. Et donc, ils fuyaient pour aller dans des lieux calmes, Oui, non disons. exposés, oui. L'armée syrienne les aidait. Et ben, c'est là aussi qu'ils ont été bombardés. Ils ont bombardé des écoles. Ils ont des écoles qui ont été transformées en centres d'hébergement. Voilà, d'hébergement. Ils ont bombardé un hôpital. Aussi, l'hôpital national des enfants, donc de la région, l'hôpital régional, et ils n'arrêtent pas donc de tuer la population en prétendant lutter contre le terrorisme. Donc ils font exactement comme ce que font les Américains. Oui, puisque les Américains, finalement, voilà. On se demande d'ailleurs si les civils ne sont pas sciemment visés parce qu'ils ne veulent pas toucher à leurs collaborateurs que sont les terroristes. Hein. Cette espèce de milice qui sert à éviter d'exposer l'armée nationale de chacun de ces pays-là à des crimes de guerre qui pourraient se finir dans un Nuremberg numéro 2. Hein. En fait, il y a différents aspects. Il y a un aspect qui est de faire fuir la population civile pour vider Raqqa de sa population et y mettre les gens qu'ils veulent. Et prétendre donc que il y a une unicité ethnique. Hein.
ce qui n'est pas le cas, ce n'est le cas nulle part en Syrie. Il n'y a pas d'unicité ni ethnique, ni religieuse, ni confessionnelle. Les gens sont tous mélangés, ils vivent tous ensemble. Alors quand ils visent des attaques de ce type, hein, ils essayent de faire fuir la population, comme ça on peut refaire revenir la population qu'on veut. Donc un changement démographique, autrement dit, pour créer la base de quelque chose de politique qu'ils veulent faire. Et ça marche plus, ça marche pas. Les Syriens sont tous Syriens, ils sont pas la majorité, j'entends. Hein. Ils ne sont ni Kurdes, ni Assyriens, ni Syriaques, ni Yézidis, etc. Ils sont tous Syriens. Et d'ailleurs, ils ont tous été aussi bien agressés par Daesh que par Jabhat al-Nusra de la même manière. Donc là, maintenant, je veux dire, après 7 ans de guerre féroce, les gens le voient tout à fait clairement et sans aucun problème. Donc tout ça, ce sont des plans d'échec, je peux dire, des plans qui vont être mis en échec inévitablement. Alors justement, oui, parce qu'on va évoquer certaines tentatives pour entraver l'inexorable, hein, c'est-à-dire cet échec du plan de dislocation du Moyen-Orient, hein, en détruisant les États-nations. Hein. C'est par exemple à partir du discours du Cheikh Nasrallah sur les risques de lancement prochain contre le Liban, d'une guerre orchestrée par Israël, qui conseille aux Juifs authentiques de rentrer dans leurs pays respectifs, parce que on a eu quelques signes avant-coureurs de ce possible déclenchement de guerre israélien contre le Liban, à partir de la réponse syrienne contre les avions israéliens qui ont utilisé, en fait, comme d'habitude hein, d'ailleurs, hein, l'espace aérien libanais en violant ponctuellement l'espace aérien syrien et pour bombarder en fait soi-disant un site anti-aérien. Mais il semblerait que, je dirais, le récit israélien ne corresponde pas vraiment à la réalité, puisque apparemment un avion, et c'est ça qui, à mon avis, risque de changer la donne, c'est que les Israéliens ont utilisé apparemment leur tout dernier avion sophistiqué, le F-35, qui est censé être un avion furtif, et qui aurait été touché par un système, un missile d'un système S-200, qui est un système anti-aérien soviétique qui date de 1966 quand même. Hein. Donc ça signifie que là c'est un échec total quant à la furtivité de l'avion, mais c'est aussi surtout un avertissement induit à Israël de ne pas continuer à provoquer la Syrie en utilisant ces avions. Parce que là maintenant les avions qui ne seraient pas protégés en étant dans l'espace aérien libanais. Hein. Oui, en fait, clairement, effectivement, l'activité, je peux dire, ou l'hyperactivité israélienne qui va dans le sens, donc, ils ont commencé par faire des manœuvres très longues qu'ils ont après annoncé comme ayant été un échec, hein, les manœuvres dans le nord de la Palestine occupée. Après les voyages sans arrêt de Netanyahou, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, etc., depuis 6 mois, qui n'a pas arrêté, aussi bien montre quand même qu'il y a une véritable peur en Israël de la présence, ou je dirais de ce front de la résistance qui s'est renforcée, de l'armée syrienne qui s'est aguerrie et renforcée en ces temps de guerre, des relations stratégiques entre le Hezbollah, l'armée syrienne, l'armée iranienne d'ailleurs, qui a été confirmée aujourd'hui par la visite d'un grand responsable de l'état-major, du chef de l'état-major iranien en Syrie pour affirmer encore une fois
la volonté de continuer à coordonner et à soutenir le combat syrien contre le terrorisme et contre le sionisme et contre toute agression extérieure, qui a été aussi affirmé par le Samahat al-Sheikh Nasrallah, où il a affirmé sa volonté, la boussole, je peux dire, étant la Palestine, et disant que de toute façon, nous resterons aux côtés de l'armée syrienne, même si Daesh est défait et même si Al-Nusra est défaite. Donc tout ceci crée une peur, je dirais, ou une inquiétude chez les Israéliens qui commencent à taper à droite, à gauche et qui commencent à agresser la Syrie. C'est peut-être une agression, un ballon d'essai. Ce sont donc le fameux avion, là, le F-35, le furtif, qui est hyper moderne, qui vient d'être fourni par les États-Unis, qui est censé être pas du tout détectable par les radars et encore moins suivi par les missiles. Oui. Donc, il a été touché. Ils étaient effectivement en train de surveiller en fait les montagnes libanaises et puis du côté de Baalbek et ils ont pénétré dans l'espace aérien syrien. Oui ou pas, de toute manière, mais ils ont été visés et atteints par les... Pardon? Touché. Et touchés, oui. Donc par les missiles syriens.